Je démarre le Facebook Live. C'est bon, nous sommes en direct sur Facebook. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être si nombreux à ce débat citoyen sur la laïcité organisé par Frédéric Petit. Euh, on reçoit ce soir Dominique Schnapper, sociologue et politologue, présidente du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale. Nous sommes ravis de vous accueillir. Frédéric Petit, député des citoyens de la 7e circonscription des Français établis à l'étranger. Je vous laisse faire une petite introduction à ce débat. Merci. D'abord, bonjour à tous. J'aimerais beaucoup d'entre vous saluer individuellement puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis vraiment heureux de vous retrouver et de vous retrouver aussi nombreux. Dès le début de mon mandat, j'ai essayé de provoquer ce genre de réunions, de séminaires citoyens. Ça fait 3 ans qu'on se voit. C'est très frustrant qu'on ne se voit plus physiquement et qu'on soit obligé de le faire par Internet, mais comme je vous l'ai écrit il y a peu, je crois que c'est important que la citoyenneté c'est encore plus que jamais important que la citoyenneté reste vivante et qu'on ait le temps de ces échanges, de ces formations, de l'expression des désaccords de manière fraternelle. Et je crois que ce que nous avons fait depuis 3 ans sur des sujets pas simples, c'est pas uniquement voilà, on était 51 il y a un mois sur le budget avec des chiffres et je crois qu'on prouve que le regard des Français à l'étranger est important et ce regard est riche en général, mais particulièrement sur le sujet d'aujourd'hui, puisque dans les pays où nous vivons, la laïcité a un autre sens que celui que lui donnent nos compatriotes en France. Alors ce thème est évidemment revenu au centre de l'actualité par des événements dramatiques récents. Je crois aussi, et c'est important à avoir bien en tête dans ce débat, que ça revient au centre de l'actualité aussi à bas bruit, comme on dit généralement, c'est-à-dire qu'il y a des multiplications de petits incidents qui montent et qui remettent ce problème aussi au cœur de nos préoccupations. Il y a le discours d'Emmanuel Macron il y a un mois maintenant, avec un mot dur, hein, un mot qui moi personnellement m'a surpris et m'a remué, le mot séparatisme. Et puis, nous travaillons actuellement au Parlement, vous le savez tous, sur un projet de loi dont on n'a pas gardé ce mot, on appelait ça plutôt les valeurs républicaines. Et je serai dans le petit groupe de travail de mon groupe parlementaire qui va travailler et qui a commencé déjà à travailler sur ce sujet. Donc, c'est important à bien mettre en perspective avant l'entrée du débat. Je voudrais rapidement donner 2 éléments de fond sur le sujet de la laïcité. Vous savez que non seulement depuis 3 ans, mais depuis 40 ans, moi, tous les 15 premières années de ma carrière, j'étais dans un centre social, dans un projet d'action sociale sur un quartier où il y avait 29 nationalités, 5 religions, on avait même des bouddhistes. Et donc ce sujet a été pour moi très très important dès le début de ma vie professionnelle. Donc, je voudrais qu'on retienne cette idée qui est importante pour moi, que la laïcité à la française, ce n'est pas l'indifférence pacifique, hein, ce n'est pas l'archipélisation, hein, c'est pas l'indifférence religieuse, c'est quelque chose d'autre. C'est fait pour pouvoir vivre ensemble et échanger. Et puis, je voudrais aussi qu'on sépare peut-être le problème et les difficultés qu'on a avec la laïcité de la violence qui monte, parce que je crois que la violence que nous avons dans notre société aujourd'hui est présente dans énormément d'autres champs, dans le champ familial, dans le champ des couples, dans la rue, dans les espaces publics, au travail. Donc je crois qu'il ne faudrait pas partir sur l'idée que, très abstraite et à mon avis complètement fausse, que si on règle nos problèmes de laïcité, il n'y aura plus de violence. Je crois que ce sont 2 sujets un peu différents. La montée de la violence est un sujet à part entière qui est un peu différent. Madame Schaffner, je suis vraiment ravi, très honoré, et je le dis très simplement, on a été tous très touchés de la rapidité avec laquelle vous avez accepté notre invitation.
Comme nous l'avons convenu, je vous passe la parole pour une petite mise en perspective d'une quinzaine de minutes avant qu'on puisse débattre, prendre les questions et se disputer en grande fraternité. Merci. Il m'a paru en effet utile de présenter un petit peu à nos amis européens et aux Français qui sont dans des pays étrangers quelques thèmes importants sur la laïcité, ce que nous appelons la laïcité à la française, parce qu'elle est très souvent mal comprise à l'étranger et souvent d'ailleurs maintenant mal comprise aussi en France, et c'est ce que nous avons observé au Conseil des sages du ministère de l'Éducation nationale. Alors, je voudrais donc me donner une vingtaine de minutes pour vous présenter les points qui me paraissent importants pour essayer de la comprendre avant que nous discutions ensemble de tel ou tel aspect qui peut soit vous faire problème, soit vous intéresser, soit être l'objet de critiques. Alors, bien entendu, la laïcité se traduit par une série de dispositions juridiques, mais ce n'est pas seulement un système juridique, c'est à la fois un esprit, une conception et une politique. Ce n'est pas seulement un recueil de textes qu'il faut appliquer, comme toutes les règles de droit, bien sûr, dans les États de droit, mais c'est un projet politique qui, à partir d'un certain nombre de principes communs, de valeurs communes, organise les modalités de notre vie sociale. Alors, je voudrais d'abord rappeler dans un premier moment le fondement philosophique, intellectuel et historique d'un principe général qui caractérise toutes les démocraties, et pas seulement la démocratie française, toutes les démocraties, à savoir la séparation du politique et du religieux. C'est un principe qui est au fondement même de toutes les démocraties, contrairement aux autres types de régimes qui sont soit théocratiques, soit dynastiques. Les démocraties reposent sur la communauté des citoyens, libres et égaux en droit, de tous les citoyens, quelles que soient leurs origines historiques et religieuses, quelles que soient les pratiques qui sont inspirées par leurs croyances, à condition que la manifestation de ces pratiques respecte les règles des libertés publiques. Donc c'est un principe général dont je vais un petit peu développer, et ensuite dans un second temps, j'essaierai de caractériser la laïcité à la française, qui est la forme française de ce principe général de la séparation du politique et du religieux. La laïcité à la française, c'est la forme française de la séparation entre le politique et le religieux qui caractérise toutes les démocraties. Alors, premier moment de ces réflexions, la séparation du politique et du religieux comme caractéristique fondamentale de la démocratie. Et c'est un principe que toutes les sociétés démocratiques respectent, dans la mesure où elles donnent les mêmes droits et les mêmes devoirs et accordent la même reconnaissance à tous leurs membres. Et c'est cette séparation que un de mes collègues américains, Mark Lilla, a appelé la grande séparation, avec un G majuscule et un S majuscule, parce que c'est un phénomène tout à fait peu répandu dans l'histoire et dans l'espace. La plupart des sociétés sont organisées autour de croyances communes et de rituels inspirés par cette croyance, et c'est ce qui les fait tenir ensemble, faire une société. Et cette séparation est, dans les pays démocratiques, dans les vieilles démocraties, le résultat d'une longue histoire, dont je veux dire quelques mots. Mais si on convient d'appeler laïques toutes les sociétés qui respectent la séparation du politique et du religieux, toutes les démocraties sont laïques, mais avec des formes très différentes. Donc, elles sont toutes laïques en ce sens de séparation du politique et du religieux, parce qu'elles reposent sur la distinction entre le public et le privé. Et les choix, les pratiques religieuses s'expriment tout naturellement et librement dans la sphère privée, encore une fois, quand elles ne
sont pas contradictoires avec les normes de l'ordre public, avec les lois qui garantissent les libertés publiques. Et elles sont nées de façon concrète dans les pays européens à la suite des horreurs des guerres qui ont opposé catholiques et protestants qui se réclamaient les uns et les autres d'une religion d'amour et qui ont eu pendant tout le XVIe siècle des combats d'une violence et d'une férocité extrême. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est entrée dans la conception commune, je citerai Locke sur son édit de la tolérance, l'idée d'avoir un État religieusement neutre de façon à ce que vivent ensemble des populations qui ont des croyances et des pratiques de type religieux qui sont différentes. Et la neutralité religieuse de l'État peut être ainsi commun à tous les membres de la société, quelles que soient leurs affiliations religieuses. Et donc c'est un principe, je le souligne, d'inclusion de tous, puisque le principe n'est pas lié à telle ou telle religion, et un principe de reconnaissance de la dignité de tous, puisque chacun se voit reconnaître les mêmes droits. Alors c'est ce principe qui est constitutif de la nation démocratique, dans la mesure où ce n'est plus le religieux qui est le principe qui fait la société, mais que c'est le politique. C'est-à-dire que nous faisons une société démocratique ensemble, non pas parce que nous partageons la même foi, non pas parce que nous sommes les sujets d'un même souverain, mais parce que nous sommes ensemble des citoyens dotés des mêmes droits et des mêmes devoirs. Et donc, cette séparation du politique et du religieux fonde l'ordre démocratique et le principe de la citoyenneté, qui est son principe organisateur. Alors, je souligne que c'est un principe qui est un principe à la fois de liberté religieuse, de protection des religions, et en particulier des religions minoritaires, et d'inclusion au nom de la raison commune à tous les hommes de tous les membres de la société. Alors, il est clair que nous sommes dans l'ordre des principes et que dans la réalité concrète, le principe ne peut jamais être totalement appliqué tel quel. Il constitue ce que les philosophes appellent une idée régulatrice, ou en termes plus simples, un idéal ou au moins une idée. Il est évidemment inévitable et souhaitable d'ailleurs que l'État organise de façon chaque fois différente les relations qu'il établit avec les églises, avec les groupes religieux. Concrètement, il existe naturellement, nécessairement, des compromis, des négociations, des accommodements qui sont ce qu'on peut appeler, ce que nos amis canadiens appellent raisonnables, entre d'un côté l'État religieusement neutre et d'autre part les groupes religieux sous une forme ou sous une autre, comme avec tous les autres groupes sociaux. Donc, le principe de séparation, le principe de laïcité implique à la fois le principe de séparation et des formes de collaboration pour mettre en œuvre cette conception de l'État religieusement neutre et de l'existence libre des églises, des groupes religieux et aussi de tous ceux qui ne veulent appartenir ni à un groupe religieux ni aux églises. Alors, je vais venir rapidement au cas français, puisque c'est de la laïcité à la française dont on veut parler, mais je voudrais insister sur le fait que c'est la forme française d'un principe général auquel toutes les démocraties se conforment. Et je voudrais prendre très très rapidement le cas des États-Unis et du Royaume-Uni, qui sont toujours les cas qu'on oppose dans leur conception de la séparation du politique et du religieux au cas français, pour vous montrer que bien que les formes de cette séparation et collaboration soient différentes, et aux États-Unis et en Angleterre, on respecte ce principe fondamental. Alors, comme vous savez, quelques mots sur les États-Unis. Les États-Unis ont toujours connu
une multiplicité d'églises et de sectes. Leur société a été imprégnée d'esprit religieux et les institutions ecclésiales, les églises, ont longtemps organisé la vie des migrants, l'église catholique italienne, l'église catholique polonaise, etc. Tocqueville, d'ailleurs, qui a beaucoup insisté sur cette religiosité dominante aux États-Unis, a bien montré que c'est grâce à l'intériorisation de valeurs protestantes, religieuses protestantes, le fait que les Américains avaient su joindre l'esprit religieux, l'esprit de religion et l'esprit de liberté. Et d'ailleurs, la création par les Européens des États-Unis d'Amérique était fondée sur un projet religieux, c'est-à-dire puisque les pèlerins étaient venus au nom d'une religion qu'ils trouvaient mal représentée ou mal respectée en Angleterre. Et comme vous savez, le président des États-Unis prête serment sur la Bible. On connaît son affiliation à une église et elle fait partie, l'affiliation des hommes politiques fait partie de la connaissance que les Américains ont de leurs gouvernants. On invoque volontiers la volonté divine dans des discours présidentiels historiques. Et puis, le dollar a comme formule « In God we trust ». Bon, toutes choses qui donnent une forme différente, disons, de la nôtre. Et d'ailleurs, il y a un grand mouvement de born again dont vous avez entendu. Et pourtant, dans ce monde plein de religiosité et où les églises jouent ce rôle social très important, dès 1790, George Washington écrivait à la communauté juive de Newport qui demandait comment elle pourrait continuer à exister. J'ouvre les guillemets. Le gouvernement des États-Unis, qui ne donne aucune aide aux religions, mais aucun soutien à ceux qui les persécutent, exige seulement de ceux qui vivent sous sa protection qu'ils soient de bons citoyens en le soutenant activement en toute occasion. Et un autre responsable de l'État de New York au milieu du 19e siècle affirmait, responsable de l'État et de la ville, que les prières, j'ouvre aussi les guillemets, les prières ne devaient pas faire partie de l'activité scolaire, l'éducation religieuse devait être exclue de l'école commune et confiée à la famille et à l'Église. Non seulement l'épiscopalien, le presbytérien, le baptiste et le méthodiste se sont retrouvés sur une base commune et neutre dans la salle de classe, mais aussi l'unitariste, l'universaliste, le quaker et celui qui refuse toute croyance. Alors, je vous ai donné ces deux affirmations qui me paraissent illustrer le fait que dans un pays où la religiosité semble faire vraiment partie de la vie sociale et fait partie de la vie sociale, on n'en affirme pas moins le principe de cette séparation entre le politique et le religieux. Alors, on pourrait faire la même démonstration à partir de l'Angleterre. Vous savez qu'il existe en Angleterre une religion nationale qui est justement l'anglicanisme, et que la reine d'Angleterre est à la fois chef de l'église anglicane et chef de l'église protestante. Vous m'entendez toujours? Parce que j'ai un... Oui, oui, très très bien. Oui, ça a sauté dans mon... Voilà, alors je reviens. Tout va bien. Eh bien, ceux qui restent, en dépit de cette religion, qui est une religion d'État, d'ailleurs la Suède a eu une religion d'État jusqu'en l'an 2000, donc ce n'est pas un cas unique en Europe, et on pourrait passer d'un pays à l'autre en montrant les différentes formes que prennent cette séparation du politique et du religieux, mais tous les citoyens britanniques ont les mêmes droits, qu'ils appartiennent à l'église anglicane, qu'ils appartiennent à une autre église ou qu'ils n'appartiennent à aucune église. Et je voudrais juste sur ce point général, avant de passer au cas français, rappeler en deux mots l'exemple de l'Espagne, quand le roi d'Espagne a affirmé la nouvelle démocratie à la fin du franquisme, alors que le franquisme était très étroitement lié
à l'Église catholique, le roi, pour être un souverain démocrate, a tout de suite rendu hommage par une série de gestes symboliques au principe de la nation civique, donc à la séparation de la nationalité espagnole et de l'Église catholique, en reniant la conception traditionnelle de lien étroit entre l'Église et la nation, et en invoquant les valeurs démocratiques pour dénoncer les fautes des monarques du passé, depuis les rois catholiques, à l'égard des juifs et des musulmans. C'est-à-dire que l'entrée dans la démocratie, c'était la fin de ce lien de l'Église catholique du franquisme et le lointain péché des rois catholiques qui avaient expulsé comme non-espagnols juifs et musulmans. Donc, j'en viens au cas français qui, par rapport à d'autres ou aux autres démocraties, se caractérise, me semble-t-il, par deux traits principaux. Le premier, c'est la naissance révolutionnaire, la genèse révolutionnaire de la modernité politique, qui a abouti à une forme de séparation du politique et du religieux qui est plus rigoureuse qu'elle ne l'est dans la majorité des autres démocraties. Et le second point, c'est la philosophie qui porte cette conception. Alors, premier point, la naissance de la modernité politique en France. Dans chaque démocratie, la naissance de la modernité politique a eu une histoire particulière en fonction d'un certain nombre de facteurs. Dans le cas français, on a assisté au cours de la Révolution à un exemple très brutal, révolutionnaire, du transfert de la légitimité du religieux au politique dans l'organisation, dans la formation de la nation. Les révolutionnaires ont proclamé dès le mois d'août 89, dans l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que la souveraineté reposait sur la nation, c'est-à-dire l'ensemble du peuple organisé en politique. Mais la séparation concrète des églises et de l'État n'a été établie dans les faits et dans les textes d'abord et dans les faits ensuite, qu'après plus d'un siècle de conflits extrêmement violents, et qui étaient d'autant plus violents que pour ceux de la légitimité monarchique et traditionnelle, comme pour ceux qui étaient pour la nouvelle légitimité, chacun d'entre eux prétendait représenter la vraie France. Donc c'était un conflit entre deux Frances qui n'avaient pas de compromis possible. L'hostilité, enfin la nouvelle souveraineté à la nation s'est construite contre la légitimité traditionnelle qui avait construit la nation. La nation française a été construite au cours des siècles, pendant des siècles, par une monarchie étroitement liée à l'Église. Le roi, la foi, la loi formaient ensemble la légitimité qui a été renversée donc de manière révolutionnaire par la nouvelle légitimité, celle de l'ensemble des citoyens constituant la nation. Et donc cette forme révolutionnaire a fait que ce principe de séparation, au lieu de se négocier progressivement, comme en Angleterre par exemple, est allé jusqu'au bout de sa propre logique, là où dans d'autres pays, les accommodements raisonnables permettaient de passer d'un principe de légitimité à un autre de manière progressive et plus possible. Ce n'était pas comparable avec la naissance de la démocratie appuyée en Angleterre sur une monarchie et une église nationale. Pays qui avait été construit par une monarchie et une église appuyées l'une sur l'autre, la France est déchirée pendant plus d'un siècle entre ces deux légitimités, et la laïcité s'est construite sur le modèle de son ennemi, avec son catéchisme, son organisation paroissiale qui étaient les églises, les écoles publiques de chaque commune de France,
son clergé, c'est-à-dire les instituteurs de la Troisième République qui diffusaient les principes républicains, et les traits qui rendent cette séparation plus rigide, plus susceptible, plus passionnée en France que dans d'autres démocraties, reposent sur cette double affirmation nationale de tout le XIXe siècle, tous ces conflits entre la modernité politique et la tradition qui ont pris fin avec la loi de 1905, qui a été la loi de séparation des églises et de l'État, qui est en même temps une loi de protection de liberté de culte et de protection des religions minoritaires. Alors, même, je souligne aussi que même dans ce pays à la laïcité plus raide ou plus rigide, les responsables des organisations religieuses n'en entretiennent pas moins avec les représentants de l'État des relations régulières et négocient avec les autorités nationales toutes sortes de conditions concrètes de l'enseignement religieux, du respect des fêtes, du déroulement des cérémonies. Et d'ailleurs, les représentants de l'État présentent le 1er janvier leurs vœux au président, les représentants de toutes les religions représentées en France présentent leurs vœux au président de la République pour le Nouvel An. Les représentants des églises sont représentés, par exemple, dans le comité national d'éthique, et des représentants des églises ont participé aux négociations sur la Nouvelle-Calédonie, ce qui veut dire que la laïcité même rigide de la France n'exclut pas le monde social que représentent les églises et le sens qu'elles peuvent avoir dans la vie collective. Alors, c'est le premier point qui explique les formes que prend la laïcité française. Et c'est une des premières caractéristiques pour la comprendre. L'autre point, c'est que, outre son histoire, la laïcité française se caractérise par le poids d'une longue réflexion philosophique. Il existe en France une philosophie de la laïcité dont il n'y a pas l'équivalent dans d'autres pays. Dans la tradition française, la laïcité n'est pas seulement le moyen de gérer les différences religieuses par l'intermédiaire d'un État neutralisé religieusement, elle est liée à la conception de l'homme des Lumières, elle est liée à une conception de cet homme doté d'une raison commune à tous, contre le particularisme des diverses croyances religieuses. Elle est liée à la conception de ce citoyen. Encore une fois, ce n'est pas un simple moyen politique de gérer les conflits, c'est l'expression même de ce qui nous rassemble tous, c'est-à-dire la commune raison et la vocation à la liberté de tous les autres humains. Et donc, elle se fonde sur une conception du monde qui n'est pas anti-religieuse, je souligne le terme, sinon dans les dérives de certains laïcards, mais il ne faut pas considérer un principe à partir de ces dérives, il faut le considérer dans ce qu'il signifie. Donc, sur une vision du monde qui n'est pas anti-religieuse, mais qui est a-religieuse et profondément a-religieuse. Donc, la laïcité en France n'est pas seulement une série de dispositions juridiques, même si naturellement il faut respecter ces dispositions, c'est une philosophie selon laquelle est assurée l'émancipation des hommes, des individus, vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des religions organisées, et contre la tyrannie que peuvent exercer et l'État et certaines religions organisées. C'est donc une façon de vivre, non pas de vivre ensemble côte à côte, mais une façon de créer par-delà les différences du commun, ce commun politique qui est incarné et défini par la citoyenneté. Alors, on avance volontiers, en tout cas ces critiques avancent volontiers, que l'attachement à la laïcité que manifestent les Français, ou une partie des Français en tout cas, rendrait difficile la reconnaissance du pluralisme religieux. Or, je crois que c'est tout le contraire.
même si l'on néglige certains excès. Et si on veut respecter la laïcité dans ce qu'elle représente, dans ce qu'elle est, c'est le moyen de protéger les individus contre l'État et les religions, et c'est le moyen de protéger les religions minoritaires. Et j'en donnerai comme exemple le grand développement des bouddhistes depuis 1 ou 2 décennies en France, qui simplement, en respectant scrupuleusement les lois de la laïcité, c'est-à-dire en ne faisant aucun problème à la législation française, se sont considérablement développés en France. La loi de 1905 a été élaborée pour être une loi d'apaisement avec la religion catholique, qui était la religion très majoritaire de la population, mais elle est un principe d'apaisement de toutes les religions. Alors, les catholiques ont eu un petit peu de peine à l'accepter, mais les institutions catholiques officielles sont devenues parfaitement laïques. Les protestants et les juifs s'en sont d'autant mieux accommodés que symboliquement, ils étaient mis sur le même plan que la religion catholique tellement majoritaire, ils étaient représentés. Et évidemment, nous sommes aujourd'hui avec le problème de traiter un nouveau problème qui est l'arrivée d'une population musulmane nombreuse. Les musulmans sont par rapport à la population les plus nombreux en France et qui a une tradition qui est sur beaucoup de points très différente de celle auxquelles les démocraties se conforment. Et donc, il y a un problème d'étendre à un cas nouveau la loi d'apaisement qui a été la loi de 1905. Je dis tout de suite que je fais partie de ceux qui disent surtout de ne pas toucher à la loi de 1905. Ça a été une grande loi d'apaisement. Elle a été une loi à la fois libérale et ferme, et que certainement il y a les moyens d'adapter aux nouveaux problèmes que pose la présence d'une population musulmane nombreuse. Alors, on pourrait y revenir, je pense, dans la discussion. Je voudrais juste dire que cette modalité de gestion du politique et du religieux est notre héritage. Il ne faut pas, je la présente en tout cas, je pense qu'il ne faut pas la présenter du tout comme un modèle pour toute autre démocratie, parce qu'elle est le produit d'une histoire spécifique. Mais si les sociétés sont sans mémoire, les sociétés sans mémoire sont des sociétés barbares. Alors, comme tout héritage, il est particulier, mais il doit être accepté comme un héritage, ce qui implique qu'il doit à la fois être respecté, mais aussi réinterprété au sens des anthropologues, en fonction des évolutions de la société et des demandes renouvelées à la fois des individus démocratiques et de nouvelles populations. Mais quelles que soient ces réinterprétations qui sont nécessaires, on doit prolonger le meilleur héritage de la laïcité, c'est-à-dire l'héritage de la raison, de l'idée de la raison commune à tous les êtres humains, et le débat démocratique que porte cette conception de la laïcité à la française, même si, encore une fois, ces applications concrètes doivent tenir compte de certaines transformations sociales. Dans chaque nation démocratique, la frontière du public et du privé, et donc du politique et du religieux, est définie différemment. Mais dans tous les cas, et c'est le cas dans toutes les démocraties, il faut continuer à transmettre le principe essentiel d'une frontière entre les croyances et les pratiques religieuses d'un côté et l'universalité de l'État et de l'espace public commun à tous de l'autre. Une frontière entre les croyances, qui sont de la liberté de chacun, et le savoir qui est commun à tous et que transmet l'école. C'est ce principe qui permet de concilier la liberté de chacun d'exprimer ses convictions et son devoir de respecter celles des autres. Et c'est ce qui permet, et ce qui doit permettre à chacun de participer à l'ensemble des valeurs et des normes communes qui nous permettent de faire une société aussi humaine que possible, c'est-à-dire la société démocratique. Voilà,
Merci vivre beaucoup, par merci réflexion. beaucoup, merci beaucoup de cette introduction absolument passionnante. On va rapidement passer. Donc, je pense que tout le monde connaît. Vous pouvez éventuellement, si votre caméra est ouverte, lever la main. On vous repérera aussi, mais vous pouvez aussi lever la main de manière virtuelle. Je vais commencer pour aller très rapidement parce on a reçu beaucoup de questions avant dans la préparation, évidemment. Il y a une question qui revient souvent. Alors, c'était très intéressant que vous remettiez en perspective, mais justement sur la nouvelle présence des musulmans en France aujourd'hui, qui est celle de l'extrémisme religieux, qui n'est pas un problème spécifique uniquement aux musulmans. J'ai pas entendu celle de L'extrémisme, Ah, l'extrémisme, d'accord. l'extrémisme, le radicalisme, hein, c'est-à-dire qu'on a connu aussi en France au XIXe siècle d'une part, et puis même encore aujourd'hui, on peut connaître dans d'autres religions que l'islam, mais qui est posé avec l'islam aujourd'hui. Et donc c'est une question qui nous a été posée de manière très explicite et qui travaille manifestement beaucoup d'entre nous. Voilà, si vous pouviez commencer par répondre à cette question, on va essayer d'être bref dans les réponses de façon à ce que tout le monde puisse, enfin tout le monde non, mais on n'a pas le temps, mais que les questions principales puissent être posées et que vous puissiez y répondre ou que moi je puisse y répondre. Je vous en prie. Bah, sur l'extrémisme, moi je suis universaliste, donc je pense que toutes les religions peuvent s'accommoder des règles de séparation du politique et religieux des sociétés démocratiques à condition d'en accepter le principe. Le problème que pose l'islam, c'est qu'il n'y a jamais eu dans la tradition islamique de séparation du politique et du religieux, en sorte que nos collègues et amis musulmans pensent qu'il y a un travail de réinterprétation de textes très anciens pour les amener à être cohérents avec les valeurs communes. Il y a dans les textes coraniques tels qu'ils ont été transmis, la charia telle qu'elle est appliquée dans les pays musulmans, des considérations qui sont contradictoires avec les valeurs démocratiques. Par exemple, l'égalité des hommes et des femmes. Bon. Là, et en particulier la séparation du politique et du religieux. Et donc, c'est de la responsabilité des musulmans qui veulent être citoyens des sociétés démocratiques de procéder à ce travail que l'État ne peut pas faire pour eux, par définition, parce qu'il est religieusement neutre et que ça doit venir du problème de l'islam. Alors, pendant les grandes migrations de musulmans en France ont été tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, et il n'y a pas eu de problème de pratiques musulmanes dans le cadre de l'État français. C'est à partir du moment où la géopolitique a donné à l'expansion de l'islam une force politique que le problème s'est transformé, parce qu'il a cessé d'être le problème religieux de l'adaptation d'une religion aux exigences démocratiques pour être le problème d'une confrontation contre les valeurs démocratiques. Et c'est évidemment c'est le mouvement de l'extrémisme musulman qui pose un problème. C'est moins l'islam en tant que tel, car dans les textes du Coran comme ceux de la Bible, on peut toujours trouver des modalités de réinterprétation qui permettent de moderniser des textes très anciens et de les adapter, de garder leur esprit et de les adapter à la société contemporaine. Le problème, c'est quand il y a refus d'accepter la séparation du politique et du religieux, et quand on a les résultats de nombreux sondages de la forte proportion de la population musulmane qui pense que la loi religieuse prime la loi républicaine. Et à partir du moment où on pense que la loi religieuse prime la loi républicaine, on sort du principe démocratique. Et c'est ça qui pose un problème. D'accord. Peut-être si on peut rallumer le micro de Christophe Braoué qui pose une question qui est posée par plusieurs personnes sur la formation des imams. Je vous en prie, Christophe. Merci Frédéric. Tout d'abord, chapeau remarquable pour cette remarquable intervention. Question, est-ce que la montée en puissance de l'islam
et de la part de la population musulmane en France ne remet pas en question la laïcité à la française, car aujourd'hui, l'État souhaite mettre un terme à la prise d'influence de la Turquie ou de l'Arabie saoudite qui envoie les imams et se propose de former les imams. Et donc, la stricte séparation politique-religion est prise complètement à défaut, à revers, parce que l'État serait la sauvegarde d'une nouvelle forme d'enseignement religieux. Madame Chapner, je vais donner une information avant quand même qui me paraît importante là, parce que on a parlé beaucoup de la loi de 1905, mais je vais parler de la loi de 1901. Et il y a une partie de la réponse à ce que tu avances, Christophe, qui est importante, c'est que la loi de 1901 condamne en gros, et qui était très utilisée par les organisations musulmanes en France, au lieu de la loi de 1905, parce que c'est plus facile, la loi de 1901, condamne le financement étranger. Et je connais la loi de 1901. Et on est en train de réfléchir, de regarder si c'est pas ça la solution, c'est-à-dire de dire, ben, si on veut faire, il y aurait plus d'associations culturelles, soi-disant culturelles pour être culturelles, pour revenir justement à la stricte loi de 1905. Mais sur le problème de la formation, je vous laisse la parole, Madame Chapner. Oui, je me permets de vous rappeler que je vous ai dit que la séparation implique aussi des négociations, des organisations et des accommodements. Il n'y a pas simplement une séparation, il y a une séparation et une forme de collaboration. Alors, on a connu le même problème avec les communautés juives après la Révolution. Et Napoléon a organisé des consistoires qui organisaient le culte juif en l'adaptant aux exigences de la société française. Les Juifs n'ont pas été enthousiastes tout de suite. Ils avaient l'impression qu'on les privait justement de cette dimension politique du judaïsme. Et il y a eu tout un travail des intellectuels, des penseurs du judaïsme pour perpétuer l'esprit du judaïsme dans les conditions de la République. Et je pense que le même travail est à faire sur l'islam. Alors, l'État, en effet, étant religieusement neutre, mais il y a toujours eu un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur qui organise la liberté des cultes et qui les organise dans le respect des libertés publiques. Autrement dit, tant que ce sont des manifestations d'ordre religieux, elles sont garanties par l'État. Alors le problème, évidemment, c'est celui des imams venus de l'étranger dont l'action est contradictoire avec l'évolution souhaitable d'un islam français dont tout le monde pense que c'est évidemment la solution. Et on est en train d'essayer de construire un petit peu l'équivalent de ce qui a été construit pour les Juifs, c'est-à-dire un contrôle de l'État qui ne soit pas une intervention dans l'ordre religieux. Le contrôle de l'État étant d'imposer le respect des libertés publiques et d'organiser. Et alors, évidemment, il y a un problème complémentaire, c'est que quand on a fait la loi de séparation des églises et de l'État, il y avait au moins une, et souvent beaucoup plus, églises dans chacune des communes de France. Donc, il n'y avait pas de problème de bâtiment. Or, depuis quelques années, depuis une décennie, on a construit de l'ordre de, je crois, c'est 3000, je ne garantis pas le chiffre, mais enfin, on a construit de l'ordre de 3000 mosquées en France, en passant par la liberté d'association 1901, et ce sont des centres culturels qui sont donc libres de création, et dans laquelle il y a une salle où on va prier. Donc, si vous voulez, il y a des moyens de donner, ce qui est normal, la possibilité de respecter le culte, et en même temps, par le bureau des cultes, d'empêcher que ces lieux de culte soient des lieux d'opposition radicale à la France et aux valeurs démocratiques. Mais c'est peut-être plus difficile. Cela dit, dans les pays où l'État intervient plus dans la religion, est-ce que c'est tellement plus facile? Je vous pose la question. Oui, je ne sais pas. On va passer la parole, si on pouvait rouvrir le micro de Madame Cormont, de Sandrine Cormont.
Voilà. Bonjour, ça y est, j'ai pu me connecter. Oui, alors ma question écrite, là, c'était pour dire que bien souvent, les accommodements raisonnables constituent une grande braderie des droits fondamentaux des femmes. Et je me demandais quelles étaient les armes dont nous disposions pour garantir cette égalité homme-femme et la faire primer sur tout le reste, et en tout cas sur ne pas accepter comme excuse que du fait de la religion, on puisse réintroduire d'une façon ou d'une autre une inégalité entre les hommes et les femmes. Bon, je vous remercie de cette question. J'ai eu avec Joan Scott une discussion très passionnée là-dessus, parce qu'elle m'a expliqué que les lois de laïcité ne parlaient pas du problème de l'égalité des hommes et des femmes. Ce qui est vrai, en 1905, c'était pas le problème. Le problème, c'était le rapport avec l'Église catholique. Mais dans son principe même, comme elle était universaliste, elle a donné les instruments par lesquels ensuite les mouvements de revendication féministes ont obtenu l'égalité et dans les écoles et dans la société. C'est-à-dire que cette loi qui n'a pas été faite dans cette intention, mais qui était une loi universaliste, a été le moyen par lequel on a tout à fait assimilé l'enseignement sur tous les plans, etc., entre les deux guerres, hein, pas avant. Et même moi, quand j'étais étudiante, il y avait encore une agrégation de filles et une agrégation de garçons avant que ce soit la même agrégation. Mais elles étaient du même ordre. Et il y avait de l'histoire de l'art pour les filles et pas pour les garçons. Ah, mais moi, j'allais encore à l'école des garçons, Madame Schnapper. J'allais encore à l'école des garçons. Aussi, non seulement moi, je n'en parle pas étant donné mon âge, mais mes enfants aussi ont été dans des écoles séparées. Bon. Mais si vous voulez, il y avait, bien que ce n'ait pas été dans la conscience de ceux qui l'ont élaboré, il y avait dans la loi de 1905 les arguments qui permettaient d'obtenir l'égalité des hommes et des femmes, enfin des filles et des garçons, au niveau scolaire. Très bien, si on peut ouvrir le micro de Jean-Marie. J'ajoute simplement à cette question que la laïcité est beaucoup plus favorable à l'égalité des hommes et des femmes que toutes les religions connues. Oui, ça, on est bien d'accord. Voilà. Jean-Marie Desnaux. Bien, bonsoir et aussi merci pour votre exposé tout à l'heure, madame. Ma question est simplement que l'exercice des religions est souvent lié aussi à des problèmes de financement et pour revenir sur un thème qui a été traité auparavant, ce financement, selon son origine, peut avoir une influence, bien entendu, sur l'exercice de cette religion. En Allemagne, où je vis, il y a un système assez simple d'impôts. Chacun peut choisir s'il paye ou ne paye pas un impôt sur la religion, mais s'il choisit de le faire, eh bien cela est organisé et, je dirais, facilement gérable. Cela assure alors des revenus qui, dans les églises en Allemagne, sont quand même très importants. Très, très, très importants, effectivement. Très, très, très importants, oui. Pensez-vous qu'un tel système en France serait aussi conforme à l'esprit de la loi de 1905, puisqu'en fait, l'État ici n'impose rien, mais permet simplement un paiement? C'est ma question. Étant donné l'histoire française, je crois que ce serait difficile. C'est vrai qu'en l'occasion, sur ce plan strict du financement, le système allemand est peut-être plus, et sans doute, et sans aucun doute, plus facile. Je crois difficile que l'État subventionne le culte musulman. Et comme vous savez sans doute, il y a différents projets pour assurer un financement local, c'est-à-dire en particulier un impôt interne aux musulmans sur le circuit de viande halal, ce que font les juifs. Hein. La viande cachère est payée comme ça par... enfin, il y a un circuit économique, si vous voulez, qui fait que les juifs contribuent à leur religion, à l'exercice des pratiques religieuses. Et donc, il n'est pas possible dans la tradition française qu'il y ait un financement direct des cultes. Il y a des financements indirects, hein, quand on finance des associations culturelles, quand on finance des manifestations culturelles, on contribue indirectement. Mais ce n'est pas directement religieux, c'est au nom de la culture, ce n'est pas au nom
de la religion. Et ça, je pense que ce serait difficile. Et donc, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Il y a beaucoup de projets, M. El Kaïri en particulier, qui fait un projet autour de l'idée de l'argent, des pèlerinages, enfin des pratiques religieuses, qui est une contribution des musulmans eux-mêmes à la construction de leur propre… La difficulté, ça a été longtemps la construction des mosquées, puisqu'évidemment les chrétiens n'avaient pas ce problème, puisque les monuments chrétiens étaient très répandus. Ça n'était pas le cas des mosquées. Mais on a, semble-t-il, réussi à peu près sur le nombre des mosquées. Ce n'est plus tellement de problème. Il reste un problème de financement qui est plus difficile à régler pour les raisons que vous avez très bien dites, mais sur lesquels il y a des projets et je pense qu'on pourra y arriver. Ce n'est pas un problème vraiment de fond. Le problème de fond, qui me paraît beaucoup plus difficile, c'est une réinterprétation. C'est d'une part la situation géopolitique, l'existence de Daesh, le problème de la guerre en Syrie. C'est un problème sur lequel, ça c'est la première difficulté fondamentale. Et la seconde, c'est le travail intellectuel de réinterprétation d'un islam qui soit cohérent avec la société démocratique. C'est là, me semble-t-il, que sont les deux gros problèmes, plutôt que sur le financement qu'on doit arriver à traiter, même si c'est plus difficile qu'en Allemagne. Merci, madame. Clément Saget. Oui, bonsoir à tous. On vous entend très mal. Je n'entends pas. Autant pour moi. Ah, voilà. C'est mieux maintenant? C'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Ah, là, Parfait. on vous entend. Parfait. Alors, merci à tous pour ce moment d'échange et l'introduction, les éléments de contexte et de mise en perspective qui étaient de grande qualité. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Je suis parfaitement d'accord avec vous et ça me semblait un excellent point de départ de commencer par mettre le doigt sur la séparation du politique et du religieux et de finir par votre conclusion qui était le problème de deux revendications contraires. L'une d'une séparation qui pour nous est fondamentale entre le politique et le religieux et par le fait de migration et d'influence exogène, une revendication contraire d'un religieux qui se considère comme politique, moral et social et qui souhaite s'appliquer à tous, parfois de manière intolérante. Et dès lors, je souhaitais savoir comment est-ce que vous considérez la proposition du gouvernement qui a été faite récemment. Et tel que je l'ai compris, il consiste en fait à demander aux représentants du culte musulman en France, de s'engager vis-à-vis d'une charte républicaine, et notamment de prendre leur distance avec un islam politique, et tout en respectant la loi de 1905, qui me paraît également être une base fondamentale de la société française, donc sans s'immiscer dans l'organisation de culte, leur demander de rédiger et de faire appliquer un code de déontologie afin de s'assurer que les discours tenus en France soient conformes et respectent les valeurs républicaines. Madame Schnapper, je complète parce que nous travaillons beaucoup dessus. Il y a aussi des propositions qui circulent. Je ne me prononce pas encore, je donnerai éventuellement quelques opinions, mais c'est un débat qui serait de demander que les prêches soient en français. Pas le déroulé liturgique, mais que les prêches des musulmans soient faits en français. C'est-à-dire toute la partie sociale du rassemblement soit faite en français et non pas en arabe. D'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de musulmans français qui ne comprennent pas l'arabe. Madame Schnapper. C'est depuis la fin des années 80 qu'on essaye d'organiser une manière de culte musulman français qui soit en France. On a commencé à en parler, je me souviens au moment de la commission de la nationalité en 1987, on parlait déjà de comment organiser le culte, comme on a un petit peu organisé le problème avec l'islam, c'est qu'il n'y a pas une église constituée. Quand il y a un problème avec l'église catholique, on a des représentants qui parlent au nom de l'église, c'est-à-dire qu'il y a une institution ecclésiale qui est constituée. Le problème avec les musulmans, c'est qu'il n'y a pas, les imams ne sont pas consacrés, ce sont comme les rabbins des juifs, ce sont des instituteurs qui
qui ne sont pas les chefs d'une église musulmane. Une église musulmane, ça n'existe pas. Et d'autre part, les musulmans français sont très divisés selon leur origine nationale. C'est-à-dire que les Algériens, il y a essentiellement les Algériens, les Turcs et les Marocains. Les Tunisiens, beaucoup moins, et beaucoup d'entre eux sont beaucoup plus laïcs. Mais il y a tout de même 3 groupes religieux extrêmement différents, en conflit entre eux, ce qui rend difficile d'organiser un culte musulman, et sur lesquels interviennent les pays d'origine. Alors, il y a eu plusieurs essais, il y a eu Pierre Joxe, il y a eu Chevènement, il y a eu Sarkozy. On refait aujourd'hui un essai qui, dans cette politique de francisation et de démocratisation de ce que pourrait être un islam français. Et ce qu'on a beaucoup reproché, je crois à juste titre, aux formules précédentes de représentants du monde musulman, c'est d'avoir été très peu démocrate et très conflictuel, très religieux, assez extrémiste et en relation avec les pays étrangers. Donc on essaye, ce n'est pas le premier essai, on essaye de nouveau d'avoir des représentants musulmans qui soient français et donc prêchent en français et qui ne prêchent pas, qui ne désignent pas la République française comme l'ennemi du monde musulman et des musulmans. Il me semble normal de poser cette exigence si on veut continuer à exister comme une société démocratique. Il faut savoir se défendre contre ses ennemis. Ouais. Or, quand on a fermé Pantin, on a fermé une institution qui prêchait contre la République française. Alors, avant de passer la parole à Sylvie Fodor, je complète là-dessus cette notion de charte, hein, pour M. Saget. Cette notion de charte a été déjà utilisée par des politiciens locaux. Ça s'est fait dans certaines mairies. On essaie de travailler. Des chartes existent d'ailleurs. L'idée serait d'essayer, si on retient cette idée-là, serait d'essayer de les regrouper et d'en faire quelque chose qui soit national pour lui redonner une autre valeur. Mais il y a eu déjà des arrangements raisonnables, on va dire, qui en l'occasion étaient raisonnables, parce que les accommodements canadiens ne sont pas tous raisonnables. Ils en font une théorie, voilà. mais qui ont été faits. Ils sont arrivés finalement à un tribunal musulman pour juger sur le plan personnel, qui a paru très déraisonnable à la Cour suprême. Mais le principe des accommodements raisonnables est un bon principe à condition qu'il reste raisonnable. Voici, mais le problème qui est posé aujourd'hui en France, c'est qu'il a été mis en place par des collectivités territoriales, donc il n'est pas encore, c'est pas un principe de la nation, mais il a été possible dans certains cas. Le micro de Sylvie Fodor, qui pose une question qui est souvent posée, donc elle va la poser une fois. Oui, ok. On t'entend, Sylvie. On m'entend, ok. Oui, moi j'ai une question sur un détail qui n'en est pas un, sur le voile, sur le port du voile. J'aimerais bien savoir comment vous vous positionnez dans ces débats. Parce que souvent, les débats autour de la laïcité, on finit toujours par parler du voile. Alors en Allemagne, moi je vis à Berlin, toutes les femmes turques portent des voiles, personne n'a rien à dire. Ils sont même dans les écoles, acceptent que les jeunes filles portent un voile. En France, par contre, j'ai l'impression, en suivant un peu les débats de loin, qu'il y a une espèce de crispation dans le débat entre presque une psychorigidité entre ceux qui sont complètement contre le voile parce que ça va à l'encontre des droits de la femme et puis d'autres qui sont… Enfin voilà, j'aimerais bien avoir votre opinion sur ce sujet. Alors, juste en effet, il fallait pas… Excusez-moi, Madame Schnapper, une petite précision technique pour qu'on soit bien clair et que je fasse gagner un peu de temps. Il y a eu plusieurs combats sur le voile. Hein. En France, le voile intégral est condamné. Il n'est plus possible pour des raisons d'ailleurs très républicaines, puisqu'on dit le pays du visage découvert. Voilà, mais le problème du signe extérieur de religion… Voilà, je précise, moi je parle en fait du foulard. Je ne parle pas du voile intégral. Là, je pense qu'il y aura unanimité. Je parle vraiment du foulard. C'est du foulard. Du foulard. Oui. Bon. D'accord.
Alors, effectivement, vous avez raison, le foulard a cristallisé les problèmes. Le problème a commencé en 1989 et j'avoue qu'à l'époque, je n'ai pas vu que c'était un problème très important. C'est le problème du voile des 3 collégiennes de Creil est apparu le jour de la chute du mur de Berlin. Et personnellement, je trouvais que la chute du mur de Berlin était quand même un événement infiniment plus important, étant une enfant de la guerre froide, était un phénomène beaucoup plus important que le voile des collégiennes. Rétrospectivement, je me rends compte que ça a été la première étape d'une politique systématique. Le problème du voile n'est pas un problème religieux, c'est un problème politique. Et je précise que le voile n'est interdit qu'à l'école, c'est-à-dire que les filles qui veulent être voilées peuvent arriver voilées, elles enlèvent leur voile pour aller à l'école, au collège et au lycée, elles le remettent en sortant d'établissement, et dans tout le reste de la vie, les femmes qui veulent porter le voile le portent. L'interdiction porte rigoureusement dans la présence dans les établissements scolaires. Et la raison pour laquelle ça a cristallisé les problèmes, c'est que c'est apparu à la fois comme un symbole de l'inégalité des sexes, c'est aux filles qu'on impose cette façon de… Et d'autre part, de remise en question de la conception de l'école comme lieu de la citoyenneté neutralisée religieusement comme l'État. L'école publique est une émanation de l'État qui forme les citoyens et où les appartenances religieuses ne doivent pas s'exprimer. Alors, elles sont interdites pour tous les enseignants qui ne doivent pas dire de quelle affiliation religieuse ils relèvent. Et elle doit être discrète, elle n'est pas interdite, mais elle doit être discrète chez les élèves. Et le voile a symbolisé ce double problème, le monde commun religieusement neutralisé et l'inégalité des hommes et des femmes. Et le fait que c'est politique, que c'était vraiment une étape politique, est me semble-t-il démontré par le fait qu'il y a eu des étapes successives et que le problème des 3 jeunes filles de Creil a été réglé en 5 minutes quand le roi du Maroc a donné l'ordre de s'arrêter. Oui, je crois que c'est… Ouais. Et ça, c'est très frappant. Et ça a été immédiat. Et alors après, il y a eu, si vous voulez, des étapes successives. On arrive maintenant à certaines écoles où les parents refusent que des enfants à l'école maternelle, un garçon soit assis à côté d'une fille, à l'école maternelle. Vous voyez, c'est par étapes successives. Alors, en soi, ça paraît peu de choses. Et effectivement, moi, j'ai été la première à ce moment-là à me dire, bon, c'est pas un gros problème. Mais la suite de l'histoire a démontré le caractère politique et a démontré que ce n'était jamais qu'une étape où se testait la volonté de ne pas céder à un certain nombre de demandes qui sont contradictoires avec nos valeurs communes. Très bien, on ouvre le micro de Pans Velkov. C'est bon, Arthur? Voilà, c'est bon. Oui, allez. Merci. Donc, je voulais savoir l'avis de madame qui a très joliment fait son exposé, qui était très, très clair. Je vous remercie. Sur les slogans et sur l'histoire de Charlie. Enfin, je pense, peut-être pour certaines personnes, c'est banal. J'entends très, très mal. Le son est très mauvais. Oui, je vous retraduis, Monsieur Velkov. Hein. Votre avis sur les slogans, Oui. les slogans anti-Charlie sur le droit à… Je suis Charlie. Je suis Charlie, lié aux attentats et toute cette histoire troublante qui a tellement secoué la France et les Français. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui n'adhèrent pas absolument à l'idée, aux idées extrémistes ou quoi que ce soit, qui n'approuvent pas ce genre de slogan, en fait. Ce slogan, justement, qui dit beaucoup, à mon avis. Moi, je fais partie, je ne suis pas Charlie, je ne pourrai jamais être Charlie. L'idée de blasphémer les sentiments religieux de qui que ce soit, je ne suis pas du tout musulman, hein, je suis croyant, je suis chrétien orthodoxe. Et moi, ça me touche
profondément. Ça me gêne au départ, pas tellement, mais avec le temps, avec tout ce qui s'est passé maintenant, je vois que intimement, si je me permets, ça me gêne beaucoup. Je me demande comment on pourrait trouver, il y a quand même, j'ai entendu, j'ai lu quelque part qu'il y avait 37% des Français aujourd'hui qui disent qu'ils ne sont pas Charlie. Je voulais avoir... enfin, ça c'est quand même un nombre... Je vais répondre, je vais prendre le risque. Je voulais avoir votre avis sur cette question. Je vais vous donner le mien avant de passer la parole à Madame Schnapper. Je vous avoue que je suis un farouche défenseur de la liberté d'expression et de la liberté d'expression, y compris des journalistes de Charlie, y compris dans ce qu'ils font, autant je me reconnais, moi, la liberté dans une république laïque de ne pas aimer ce qu'ils font. Voilà. Et ça date pas de 2015. Hein. Moi, Charlie, je suis vieux. Hein. Charlie, je l'ai connu dans les années 70. Moi. Voilà, moi, Charlie ne m'a jamais fait rire. Mais par contre, je suis un farouche défenseur que tout le monde ait le droit de parler et que les journalistes aient le droit de dire ce qu'ils veulent. Et quand ils m'ont choqué, eh bien voilà, ils me choquent, ils ont le droit de me choquer. J'ai le droit de répondre si j'ai envie de répondre, mais je vous rejoins assez dans le fait que c'était assez compliqué de devoir s'identifier à quelque chose sur lequel, sans appeler au meurtre, on était intimement, j'ai beaucoup aimé votre mot, intime, un peu gêné. Je vous laisse la parole, Madame Schnapper. En fait, je vais prolonger ce que vous avez dit tous les deux. Personnellement, je n'ai pas du tout aimé la formule « je suis Charlie ». Parce que justement, je ne suis pas Charlie, mais c'est justement parce que je ne suis pas Charlie que je défends leurs droits. C'est-à-dire qu'il fallait s'identifier pour défendre. Or, c'est un principe qu'on défend à travers Charlie. Moi, je n'ai aucun goût pour le style Charlie, je le dis aussi. Mais je me battrais comme Voltaire pour qu'ils aient le droit de continuer. Et c'est des gens qui n'ont fait de mal à personne. Je veux dire, on apprécie, enfin moi je n'apprécie pas leur style, mais il a fallu, enfin il y a eu un côté publicité, il a fallu pour défendre, au lieu de dire qu'on défendait le droit à la liberté d'expression, qui est fondamental, il fallait le défendre par une identification. Et non, on le défend d'autant plus qu'on n'est pas Charlie. Mais c'était trop compliqué pour animer les foules. Mais la vérité, je crois, et en tout cas c'est ma position, c'est que je défends d'autant plus Charlie que je n'aime pas spécialement Charlie, mais je défends la liberté d'expression et il n'y a pas de blasphème dans la législation française et à partir du moment où il y a un État neutre, le blasphème n'existe pas en tant que tel. Il n'y a que dans les théocraties qu'il y a des blasphèmes. On ouvre le micro. Donc, je n'ai pas aimé la formule, mais maintenant, elle signifie je suis pour la liberté d'expression. Donc, on ne peut pas dire qu'on est contre, si vous voulez, bien qu'on ne l'aime pas, puisque ça voudrait dire qu'on est contre la liberté d'expression. Notre société française est assez piégée en ce moment dans certains donc, je crois que nous avons tous les trois tout à fait la même position. Ouais. On ouvre le micro de Martine Geoffroy. Oui, alors bonjour tout le monde. Je ne rejoins pas tout à fait le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, mais parce que moi je ne suis pas croyante. Hein. Malgré tout, je trouve que en ce moment la société française va dans un mauvais sens. Hein. Je suis vraiment laïque, moi je suis pure et dure et j'essaye d'expliquer à des étudiants à Berlin tous les semestres ce que c'est que la laïcité. C'est de plus en plus compliqué. Mais je trouve qu'il y a un raidissement en fait, dans la société française en ce moment, qui devient… Bon, en France, il y a toujours eu aussi des périodes de l'histoire où il y avait la France des deux camps, d'une certaine façon. Là, c'est plus compliqué en ce moment, bien entendu, que la France des deux camps, mais on va quand même un peu dans cette direction-là. Et moi, ça me fait un peu peur hein, qu'au nom de la liberté d'expression, on puisse, par exemple… gêner ou déranger. Alors, ce n'est pas une raison de tuer, on est bien d'accord. Hein, la question ne se pose pas et on a le droit aussi, bien sûr, de blasphémer. Maintenant, fallait-il en rajouter une couche, par exemple, au mois de septembre hein, faut-il caricaturer aussi la liberté d'expression dans la seule possibilité de caricaturer ou de ne pas caricaturer.
Moi, je trouve que la liberté d'expression en ce moment, elle est menacée en France pour d'autres raisons, bon, ce n'est pas le sujet en ce moment, et que c'est quand même assez inquiétant, à vrai dire, parce qu'on rentre dans une société qui va dans le « eux contre nous ». Et ça, c'est ce que je ressens à chaque fois que je vais en France. J'arrive plus à parler avec mes amis, ça devient très compliqué. Et je trouve que ce n'est pas une très bonne évolution, à vrai dire, le « eux contre nous ». Parce qu'en fait, ceux qui sont en face de nous, c'est à vrai dire les vrais fondamentalistes, c'est ce qu'ils cultivent comme rhétorique, le « eux contre nous ». Et je crois que la France, en ce moment, est en train de se piéger elle-même. Alors, je sais bien qu'il y a de l'entrisme, et je suis d'accord avec vous, et on donne ça, et puis après, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est évident. Mais je ne suis pas sûre que... Je ne sais pas, j'avoue franchement que je ne sais plus quelle réponse donner à ce... Mais on a le droit de ne pas savoir, et je trouve que vous avez utilisé un mot qui moi, me touche, c'est il faut sortir du « eux contre nous », et je crois que c'est... Je suis, moi, au MoDem depuis très longtemps. Donc, et je crois que ce qu'on essaie de représenter, c'est justement d'avoir voulu sortir du « eux contre nous ». Je donne la parole à... Attendez, je l'ai perdu, excusez-moi. Si vous permettez, je voudrais tout de même... excusez-moi. Allez-y. Bien sûr, moi aussi, je suis une centriste, donc je n'aime pas le « eux contre nous ». Mais enfin, il faut tout de même rappeler que depuis 2012, il y a eu beaucoup d'assassinats politiques en France. Alors, qu'il y ait un certain raidissement, et je suis d'accord avec vous, et ce raidissement, mais on peut le comprendre. Je veux dire, on a tout de même crié dans les rues « mort aux Juifs », on a assassiné, enfin bon, vous savez tout ça. Mera, etc. Donc, on peut le regretter, mais on ne peut pas vraiment s'étonner qu'il y ait une forme de raidissement sur ces problèmes. Les journalistes de Charlie, ils n'ont jamais tué personne. Hein. Non, bien sûr. Il ne faut pas faire, vous voyez, l'équivalent. Oui, bien sûr. Je passe la parole à Marika Letili. Si on peut lui ouvrir son micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais voulu clarifier... Non, la caméra n'est pas ouverte, c'est normal. Ah bon, très bien. Elle a une jolie voix. Alors, j'écoute la voix. Merci. J'aurais voulu clarifier, j'aurais voulu vous demander, s'il vous plaît, de clarifier votre position sur le port du voile à l'école, parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que vous aviez dit. Ma position personnelle n'a pas un grand intérêt. L'interdiction du voile, je précisais, parce qu'on parle de l'interdiction comme ça, et je précisais que l'interdiction a lieu seulement dans les établissements et jusqu'au lycée. Dans les universités, il y a beaucoup de jeunes filles maintenant qui portent le voile. Dans les rues, on est libre de porter le voile. Donc, je reprécisais ce que désigne la loi de 2004. Et je pense que la loi de 2004 a résolu énormément de problèmes parce qu'entre 89, un avis du Conseil d'État, mi figue, mi raisin, ne permettant pas ne donnant pas au chef d'établissement la possibilité de résoudre les problèmes, depuis la loi de 2004, ce problème-là a été résolu. Et donc, je pense qu'à la fois, il faut respecter les lois et que cette loi a été bénéfique. Maintenant, il s'est posé d'autres problèmes. Hein, mais je pense plutôt qu'elle montre que quand on met des limites raisonnables, c'est plutôt une bonne chose. D'accord, merci d'avoir précisé, parce que mon opinion personnelle, c'est que cette interdiction du port du voile à l'école, au contraire, à mon avis, ça montre que c'est une façon d'utiliser la laïcité d'une manière intolérante. Dans le sens où, justement, moi je pense que la laïcité en France est suffisamment forte pour qu'on puisse avoir des personnes qui portent le voile, encore une fois le voile, pas le voile intégral, sans que cela soit une atteinte à notre laïcité. Et selon moi, ce serait plutôt montrer
serait plutôt montrer une force qu'une faiblesse. Mais je crois qu'il faut encore raisonner une en fois, termes politiques. Si on accepte le voile, on acceptera toute une série d'autres choses. Et je vous dis qu'en ce moment, il y a des efforts. Il y a des efforts sur l'interdiction de la piscine, l'interdiction de l'éducation physique, l'interdiction de la musique. Je ne vous dis rien sur les programmes d'histoire. Il y a toute une politique dans laquelle, et je crois malheureusement, contrairement à vous, que la laïcité n'est pas si forte que ça. Et qu'on est en face d'un problème proprement politique et que si on ne résiste pas, voilà, on acceptera aussi l'absence au cours d'instruction de SVT, n'est-ce pas, la remise en cause enfin, la platitude. Enfin, on a une politique de délaïcisation au sens de remise en cause non seulement des valeurs communes, mais du savoir commun, qui est telle que parce que la laïcité est faible et attaquée, on ne peut pas se permettre d'avoir la magnanimité des gens très forts que vous évoquez à propos de la laïcité, parce que je ne crois pas qu'elle soit forte maintenant du tout. D'accord. Oui, je Très bien. vais Merci intervenir beaucoup. parce que je vais reprendre la parole sur ce que vous dites, Marika, parce que je vais en profiter pour expliquer un peu ma position par rapport au débat qui vient, où je vais être impliqué. Il n'y a rien de décidé. Nous avons découvert un texte qui n'a pas été encore présenté au gouvernement, donc qui est encore une étude. Mais sur ce que vous venez de dire là, je crois que, et je suis vraiment redevable à Madame Schnapper d'avoir présenté les choses comme ça. Effectivement, ce qui change, et vous savez, dans le travail qui est le mien depuis 3 ans, j'essaie justement de faire attention. On est piégé par des fausses évidences. Effectivement, nous, vous, moi, enfin ceux qui sont là moyennement, on a l'impression que la laïcité est forte parce qu'on la défend fortement. Mais ce que je découvre à force de travailler sur le terrain, à force de discuter avec mes collègues, c'est que justement, ce que nous devons adapter, c'est pas uniquement à une évolution historique vue d'hélicoptère, c'est à des réalités extrêmement précises, extrêmement locales, et où nous sommes fragiles. Et la difficulté, ce que je dis parfois de tricoter, la politique est devenue quelque chose de très très complexe. Et la difficulté que nous avons et qui va me guider dans ce texte, moi, c'est d'éviter le eux contre nous. C'est le eux contre nous qui est de la simplification. Il n'y a plus eux contre nous, mais il y a justement ça. Parce que la même petite fille qu'on oblige peut-être et qui, parce qu'elle adore son père, va avoir tendance à l'école à être en résistance par rapport à un certain nombre de choses comme ça, et ben c'est la même petite fille qui va être la leader de l'équipe de handball et qui va être très heureuse de l'être. Donc c'est ce genre de choses qu'il faudra qu'on arrive à retrouver une position d'équilibre. On ne peut pas se contenter de la situation que nous avons actuellement. Il va falloir qu'on fasse évoluer, mais qu'on fasse évoluer en équilibre. Et c'est ça qui va être le plus difficile. Vous voyez très bien comment on peut faire déraper sur ce genre de sujet, comment il sera très facile de faire déraper un débat en hémicycle et même en commission. Mais je crois que la difficulté, vous avez très bien posé la chose et la réponse a été idéale. Vous pensez qu'elle est solide parce que nous pensons tous qu'elle est solide. Mais quand on gratte, on se dit, oula, attention, comment allons-nous faire? Et c'est pas parce qu'elle n'est pas solide qu'il faut la bétonner, il faut être prudent. C'est quelqu'un qui est malade, donc il faut pas mourir guéri, quoi. Il faut y aller mollo. Et c'est tout ce travail très très sensible qui va être l'objet de cette loi. Voilà, c'est le parlementaire qui a parlé. Oui, il faut ajouter qu'elle est tout de même attaquée par un mouvement politique très organisé. Tout à fait, c'est de la politique. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Elle est assaillie. On est tout à fait d'accord. Et c'est ça qui va être la difficulté, c'est d'arriver à répondre à une attaque sans utiliser la bombe atomique et sans détruire l'ennemi. Voilà. C'est toute la difficulté. Je passe la parole à Rosemary. Je suis désolé, ça fait 2 femmes de suite, j'essaie de garder la parité, mais je n'ai pas réussi. Oui, ma question, madame,
porte sur la responsabilité de la gauche française qui a laissé l'islamisme politique se diffuser au nom de la tolérance, c'est-à-dire parce qu'on est tolérant, on laisse l'intolérance se manifester, se diffuser. Et donc ma question dans la situation politique actuelle en France, qui est quand même très tendue, je me demande s'il est possible d'arriver à un consensus sur une loi et une loi qui va être discutée au Parlement. Voilà, c'est ma question. Je crois que vous touchez un gros problème hein, Ouais. avec la gauche française. Le principe de la laïcité, historiquement, a été porté par la gauche en France. La droite s'y est, s'y est conformée quand elle s'est établie, mais ça ne fait pas partie de son système de valeurs, ça ne fait pas partie de son ADN. C'était les républicains de gauche, c'est Jaurès, enfin, typiquement, Jaurès, Briand, qui portait le projet de gauche. Or, la gauche, sur ce problème, et sur tous les problèmes d'ailleurs, est maintenant profondément divisée entre d'un côté l'héritage de la gauche universaliste et républicaine, et donc laïque, et la gauche identitaire, les Palestiniens, les persécutés, les musulmans, alors que les musulmans ne sont ni minoritaires ni persécutés dans le monde en général, mais enfin qui, au nom de la protection des nouveaux prolétaires, ne veut pas voir le danger. Il y a eu hier soir un article excellent de Jean Birnbaum sur le sujet auquel je vous renvoie, car c'était absolument son thème. Et donc, dans cet affaiblissement de la laïcité, il y a cette division de la gauche qui, historiquement, a toujours été universaliste, républicaine et laïque. Et du coup, l'utilisation intelligente que l'extrême droite en fait, car elle prend les valeurs de l'adversaire pour les lui opposer. Et c'est au nom de la laïcité, effectivement, que l'extrême droite a des sentiments hostiles aux musulmans qui ne sont pas acceptables dans la société démocratique. Mais c'est un peu parce que la gauche s'est elle-même perdue, s'est divisée et s'est perdue sur ce sujet. Alors Olivier Faure a fait toute une série de rencontres avec les gens qui travaillent sur ces questions. J'y ai été, mais parmi beaucoup d'autres. Et il a pris une position nettement laïque. Mais sera-t-il suivi par le reste de la gauche? Nous verrons. Nous verrons. Je pense que c'est un des gros problèmes, effectivement. Tout à fait. Je vais compléter ce problème peut-être de manière un peu iconoclaste, mais après je conclurai et je rouvrirai des portes. Mais je crois qu'on ne peut pas, et je le vois maintenant depuis 3 ans dans ce nouveau travail que je fais, parce que j'y passe beaucoup de temps et je découvre beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas éloigner le fait que ce n'était pas uniquement idéologique, ce n'était pas uniquement ce qu'on vient de décrire, qui était très bien décrit. Il y a eu aussi des questions électorales très simples. C'est une évidence que moi je voyais. Moi, si je suis au Modem, c'est à cause de ça, parce que dans les années 80, on ne pouvait plus être sur un quartier sans être de gauche ou de droite, y compris sur ces sujets-là. Moi, j'étais sur le terrain. Hein, voilà. Et je crois qu'il y a eu un piège, voilà, un piège, parce on est parti sur des. Voilà, il y a eu un piège qui s'est refermé sur certains élus locaux qui ont après avancé et qui se sont retrouvés coincés. Il y a eu aussi du clientélisme. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, beaucoup de clientélisme. Je ne vais pas jusqu'à ce mot-là parce que je suis un homme public, mais je parlais d'électoralisme. Il y a eu des données électorales qui ont piégé des gens et qui se sont fait piéger, parfois de manière assez sincère au départ, hein, mais qui sont extrêmement embêtés aujourd'hui. Voilà. Il est 56, vous savez que dans ma circonscription, il y a l'Allemagne, donc on est très très précis sur nos horaires, on déborde très rarement. Je vais donc, avant de vous passer la parole pour conclure, je vais faire une petite conclusion moi-même. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la grande séparation avec un G majuscule et un S majuscule, c'est quelque chose qui peut aider.
J'ai vu qu'on avait quelques personnes en Pologne qui n'ont pas pris la parole, mais moi j'habite en Pologne, je trouve que c'est une idée qui me manquait, c'est un outil sémantique qui me manquait pour parler avec mes amis polonais, et je n'oublierai pas. Dans ma circonscription, je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui, mais j'ai aussi un contre-exemple, c'est la Bosnie, où c'est un endroit, parce que vous savez que nous fêtons les 25 ans des accords de Dayton, nous le déplorons, mais les accords de Dayton ne sont pas je prétends depuis longtemps que ce n'est pas une organisation démocratique, et nous en avons la preuve dans les outils que vous venez de nous donner, puisque il n'y a pas la grande séparation. J'ai beaucoup aimé également, et ça va beaucoup m'aider. Ça a été repris par quelqu'un d'autre qui a parlé de raidissement. Vous avez parlé de laïcité rigide en France, et je trouve que ça explique bien ce que je sentais comme différence. Donc rigide, on peut dire aussi que c'est plus fort, mais rigide est quelque chose d'intéressant. Un grand sujet aussi qui va me guider et que vous avez abordé quand vous avez utilisé le terme d'animer les foules. Hein, ça n'anime pas les foules, vous avez dit. Je crois, et je suis en grand débat assez dur avec un de mes concitoyens en ce moment, parce que j'ai osé dire que la foule était le contraire de la démocratie du peuple. Hein, que le peuple, ce n'est pas la foule. La foule, ce n'est pas le peuple, et ça fait depuis la Grèce, et je crois qu'on a du mal à comprendre ça. Une foule, c'est un peuple qui ne réfléchit pas à un peuple, c'est un ensemble de personnes qui réfléchissent, qui débattent, qui se disputent, mais qui n'avancent pas comme des moutons de panurge. Voilà, on aura besoin de temps. C'est ce que je retiens aussi du temps que vous avez passé. Voilà, on a mis 100 ans. Je ne crois pas qu'on va faire une loi qui va régler les choses pour l'année prochaine. Je crois qu'il faudra voir, qu'il faudra mettre des indicateurs, qu'il faudra accompagner, et que quelle que soit la qualité de la loi que nous pourrons faire pour essayer de régler ces problèmes extrêmement sensibles, il nous faudra du temps, peut-être 1 ou 2 générations, pour que, comme nos pères ont fait pour d'autres domaines. Voilà, je vous rappelle aussi à tous, ceux qui restaient sur une frustration parce que vous n'avez pas pu prendre la parole, etc., que je réponds aux mails quand vous m'écrivez. Je dis toujours 300 mots, pas 2000, hein, mais je réponds, et que nous nous retrouverons dans 1 mois pour une autre convention citoyenne. On va essayer de faire la saison comme ça, tant pis. Si on peut se voir physiquement plus tôt, tant mieux. Espérons qu'on y arrivera. Madame Schnapper, je vous laisse conclure pour tout le monde. Il n'y a pas de conclusion. Vous êtes sur le travail d'une loi. Je vous rappelle qu'il a fallu 3 ans pour élaborer la loi de 1905. Et d'autre part, il a fallu l'effort de beaucoup de corps et de gens pour l'appliquer ensuite d'une manière libérale. Autrement dit, les lois par elles-mêmes ne résolvent les problèmes que si elles sont portées par une volonté plus large et par des corps intermédiaires qui les appliquent. Et donc, il faut souhaiter non seulement que votre loi soit bonne, mais qu'elle soit portée par d'autres que par ceux qui l'écrivent. Écoutez, si je peux me permettre de vous acheter les droits d'auteur sur vos dernières phrases, je les ferai passer à mes collègues. La France pense toujours résoudre les problèmes par une loi. Et bien sûr, il faut une loi, mais la loi n'a jamais suffi pour changer, surtout dans une démocratie. Il faut que nous ayons tous clairement l'idée de ce qui se joue à travers la laïcité et la volonté de défendre ce qu'elle a de bon pour défendre en même temps la démocratie. Merci beaucoup, et merci à tous d'avoir passé du temps. À bientôt, portez-vous bien. Encore merci, Madame Schnapper, de votre intervention et de votre disponibilité, de la grande qualité. Vous nous avez tous tirés vers le haut. Merci. Merci à tous. Au revoir. Et bonne chance aux conventions citoyennes. Merci.